Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Sandra, une professeure de FLE en ligne comme moi. Alors professeure de FLE, c'est enseigner le français aux étrangers et Sandra et moi, on le fait mais en ligne. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Comment vas-tu? Bien, écoute, très bien. Et toi? Ça va? Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut expliquer pourquoi on a choisi ce métier-là et pourquoi on a choisi de le faire en ligne. Initialement, je voulais devenir prof d'italien. Après, j'ai un petit peu bifurqué parce que je suis partie vivre en Italie et donc je me suis lancée plutôt dans le FLE, dans le français langue étrangère. Au début, un petit peu en apprenant sur le tas et ensuite avec un master FLE. Bien évidemment, quand j'ai commencé les cours en ligne, ça n'existait pas vraiment, on va dire, on n'y pensait pas forcément. Et en fait, à partir de 2013 à peu près, ça a commencé. À l'époque, moi, j'ai commencé avec Skype. Et ensuite, bon, ça a pris de l'essor petit à petit. Après, je suis passée sur Zoom et ensuite est arrivé le Covid. Et bon, là, ça a complètement explosé. Alors, jusqu'en 2020, j'avais encore des cours en présentiel. Et à partir de 2022, parce que alors 2020, c'est une année particulière, mais 2022, je suis passée à 100% en ligne. Pour moi, alors à la base, je voulais être prof d'espagnol. Et en fait, pendant ma licence, j'ai pris des options qui expliquaient le métier et je me suis dit que ça me plaisait beaucoup et que c'était ça que je voulais faire. Mais moi, j'ai arrêté en licence parce que bon, il y a eu le Covid et je faisais les cours en ligne, mais moi en tant qu'étudiante et ça m'a complètement démotivée pour aller en master. Donc j'ai dit j'arrête là, je préfère laisser ma place à des gens qui sont vraiment motivés que de prendre la place et puis si on continue les cours en ligne, arrêter au bout de 2 mois. Enfin, je préférais laisser ma place à des gens qui avaient encore la motivation. Après, je suis allée travailler. Le problème, c'est que j'avais pas d'expérience pour être dans ce domaine-là. Au début, je voulais être en présentiel. Enfin, je pensais pas du tout aux cours en ligne. Je voulais Mhm. faire ça soit dans une école ou dans une entreprise. Sauf que voilà, pas d'expérience, donc bah, on te prend pas. Donc, je suis allée faire du bénévolat pour avoir de l'expérience. Mais ça suffisait toujours pas parce que bah j'en avais mais pas assez. Donc je me suis dit bon bah si personne veut me donner de travail, je vais m'en donner et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des cours en ligne. Moi, je me souviens de 2020 où en fait, moi, j'étais déjà prête, déjà sur le marché avant que tout explose. Et beaucoup de personnes, si je regarde mon agenda de 2020, n'avaient rien à faire ou presque, on va dire. Il fallait bien occuper le temps où on pouvait pas sortir. Et donc, je crois que ça a été une année où vraiment j'ai travaillé énormément, énormément. Mmh. Les mois de confinement, c'était délirant. Je faisais des heures et des heures et des heures. Oui, Et donc, c'est ça qui a propulsé les cours en ligne. ah oui, oui, absolument, absolument, parce que tous ceux qui avant, parce que moi je me souviens qu'à l'époque j'habitais en Espagne et il y avait des personnes qui me contactaient même de villes différentes et je leur disais bah oui moi je veux bien mais vous êtes à Madrid et moi je suis à Tenerife donc ça va être un peu compliqué et je leur proposais des cours en ligne et une fois sur deux les personnes refusaient. Alors ça a complètement disparu pendant un moment où tout le monde acceptait. Aujourd'hui, ça dépend. Il y a certaines personnes qui sont revenues au présentiel, et c'est très bien comme ça. Comme ça, il y en a pour tout le monde, on va dire. Oui, c'est ça. Et donc tu t'adresses à quel type de public? Mon public principal, c'est alors des adultes. J'ai quelques adolescents, mais bon, c'est des vieilles histoires, on va dire, des personnes qui sont avec moi depuis qu'ils étaient enfants, et bon, ils ont continué, etc. Mais sinon, je m'adresse principalement à des adultes qui préparent des examens comme le DELF et le DALF, parce que je suis examinatrice, et donc, bien évidemment, ça rend plus simple la façon dont j'explique comment fonctionne l'examen, on fait les tests, etc. Tu peux expliquer ce qu'est le DELF et le DALF? Alors en fait, le DELF et le DALF sont les examens de certification de la langue française et qui permettent de certifier tous les niveaux. Alors donc le français il change de nom, il s'appelle DELF du niveau A1 au niveau B2 et ensuite il s'appelle DALF pour le C1 et le C2. Et donc bien évidemment, sont des examens en 4 parties où on va évaluer à la fois la compréhension orale et la compréhension écrite mais aussi la production orale et la production écrite.
Alors, bien évidemment, les niveaux les plus bas, comme le A1 et le A2, c'est plus un entraînement, on va dire. Ça permet de voir où on en est et ça plaît surtout effectivement aux enfants ou aux adolescents, un peu pour les motiver dans l'apprentissage. À partir du niveau, je dirais même plus B1, B2, C1 et C2, bien évidemment, ça permet d'accéder à plus de postes dans l'entreprise et aussi à s'inscrire par exemple à l'université, que ce soit à une licence ou un master dans des pays en France ou dans des pays francophones. Et maintenant, pour l'obtention de la nationalité française, il faut avoir un niveau B2 certifié. Les niveaux les plus bas, je les fais quasiment plus parce que simplement les adultes ils ne s'y présentent pas parce que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que probablement si j'avais un public asiatique, il y a plus de personnes qui s'y présentent, tout simplement parce que ce sont des langues qui sont complètement différentes. Okay. Mais moi j'ai un public qui est plutôt européen. Et en général, je me concentre sur le B2 et le C1. Le C2, c'est beaucoup plus rare. Ça arrive de temps en temps, mais bon, c'est moins fréquent. Et je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je trouve que pour commencer à apprendre une langue, faut mieux le faire en présentiel qu'en ligne. Déjà, je trouve que c'est plus pratique, non? Je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est tout à fait... J'ai aussi des débutants. Je reconnais, je travaille aussi avec des débutants. Alors, ce qui est important, mais ça c'est pour moi, c'est mon avis personnel, parce que dans certains cas, bien évidemment, c'est pas possible, mais pour moi, c'est important de connaître la langue de mes apprenants. Pour les débutants, pour les niveaux avancés, c'est indifférent puisqu'on ne communique qu'en français. Okay. Pour les niveaux les plus bas, j'aime connaître leur langue, tout simplement parce que ça me permet de faire des comparaisons, de leur expliquer éventuellement un point grammatical un peu plus complexe en leur expliquant en français, mais ils savent qu'ils peuvent toujours me demander éventuellement la traduction. Après, pour ce qui est du en ligne, alors si c'est des enfants, je suis complètement d'accord. Okay. Enfants et adolescents, niveau débutant, c'est assez complexe en ligne. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui soit motivé. Oui. Pour les adultes, c'est tout à fait faisable. Alors, moi, je le vois comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Après, je suis d'accord, il faut connaître la langue au moins les bases, un peu parler la langue des apprenants. Alors après, c'est dur, c'est clair que si on est dans une alliance française, par exemple en France, où il y a des personnes qui arrivent de partout dans le monde, et il est clair qu'on ne peut pas parler toutes les langues du monde. Ce serait merveilleux, mais c'est pas possible. Et donc ça, c'est aussi un petit peu un choix personnel. J'ai des collègues qui vivent très bien le fait de ne pas parler la langue de leurs apprenants. Moi, pas du tout. Je dois reconnaître. Pour moi, c'est fondamental. Oui, moi aussi. Je pense que déjà, si on parle anglais, ça aide déjà pas mal. Tu disais qu'en 2020, les cours en ligne, ça a explosé. Et avant, donc est-ce que avant ça, quand c'était pas encore trop à la mode, si je peux dire ça comme ça, est-ce que tu arrivais quand même à en vivre ou c'était vraiment compliqué de trouver des apprenants? Moi, jusqu'en 2019, je travaillais dans une école. Je travaillais dans une école internationale. Et donc, je donnais des cours en ligne en plus, on va dire, de l'école. Donc, j'avais, je sais même plus. J'avais quelques élèves. Okay, j'avais des élèves un peu qui préparaient leur certification. Et effectivement, à l'époque, on travaillait avec Skype. Donc, en fait, c'était plus pour arrondir les fins de mois, je vais dire, que vraiment d'en vivre complètement. Ensuite, en 2019, je me suis lancée en tant que libre entrepreneur, mais j'avais aussi un bureau qui faisait avec une petite salle de classe. Et donc, j'avais encore 40% de l'activité, je dirais, en présentiel. Là, par contre, moi, je ne me déplaçais pas. C'était mes apprenants qui venaient. Avec un peu de tout, des enfants, des adolescents et des adultes. Et à partir du moment où c'était plus possible, j'ai passé tout le monde en ligne. Et après, quand on a ouvert les cages, là, j'en ai récupéré quelques-uns en présentiel. Et après j'ai arrêté. En fait, à partir de 2022, j'ai arrêté. En fait, moi, j'ai commencé à en vivre du en ligne à 100% en 2020, en fait. Et tu préfères le en ligne ou en présentiel? Ah non, en ligne. Pour moi, c'est aujourd'hui,
Je refuse absolument toutes les personnes qui encore aujourd'hui me contactent, hein, aussi des centres de formation, en me disant ah mais l'entreprise X elle ne veut pas. Je dis je suis désolée mais l'entreprise X elle trouvera un autre prof parce que moi je refuse. Et puis ça permet une liberté, une organisation du temps de travail qui est exceptionnelle. Et aujourd'hui, surtout quand on parle d'adultes qui veulent prendre des cours qui sont dans le cadre d'une entreprise ou dans la préparation d'une certification, pour moi, il n'y a pas de justification à refuser les cours en ligne. C'est-à-dire que si c'est un choix personnel, chacun fait ce qu'il veut, attention. Mais c'est pas des primo-arrivants qui ont peut-être des difficultés à lire, à écrire, etc. Et là, je suis tout à fait d'accord que en ligne ne fonctionne pas. Mais dans tous les autres cas, moi c'est une position que j'ai. Je refuse les cours qui ne sont pas en ligne. C'est hors de question que je me déplace à l'autre bout de la ville en perdant 3 heures de ma vie. Est-ce que aussi tu as eu, alors je sais pas parce que moi c'est tout récent, mais un changement de comportement avec les personnes qui te contactent? Parce que moi j'ai un nombre incalculable, je pense, de personnes qui me disent bonjour, je suis intéressée par les cours de français, où je réponds et au final j'ai pas de réponse, ou qui ont fait, enfin moi je fais, avant de commencer les cours, je fais un entretien avec la personne pour déjà savoir qui c'est, parce que derrière un écran on sait pas sur qui on tombe. Et donc la personne me dit oui, je suis très intéressée, je vous redis ça, quand est-ce qu'on peut commencer le premier cours? Et au final, silence radio, j'ai plus de nouvelles. Est-ce que ça, tu l'as toujours vécu dans les cours en ligne ou c'est un peu une nouvelle tendance, on va dire? Non, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Enfin, depuis que moi j'ai commencé. Bon, alors maintenant ça m'arrive un peu moins. Je dois reconnaître, au contraire. Peut-être parce que je suis, évidemment, avec l'expérience, je suis très claire dès le début dans quels sont à la fois les objectifs, quels sont les tarifs, quelles sont les conditions d'annulation, etc. Je dirais que déjà, dès le début, j'évite de perdre du temps si possible. Mais il y a quand même encore un pourcentage de personnes qui me contactent avant même de faire une prise de connaissance avec un rendez-vous de 10-15 minutes, qui m'envoient 3-4 messages sur WhatsApp sur les informations. Moi, je réponds toujours et qui ensuite me disent ah oui alors je vais y penser et puis qui disparaissent. Oui. Au début, moi je me vexais, ok, c'est-à-dire que je disais mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, attention, je dis pas que je suis la perfection, loin de là, mais je pense bon, la personne, elle a pas, ou mon tarif est trop cher pour cette personne, pourquoi pas, ou la disponibilité que moi je lui propose n'est pas en accord avec la sienne, ou tout simplement c'est quelqu'un qui a du temps à perdre. Bon, pas Oui, grave. c'est ça. La même chose, je me disais ça aussi au début. Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je peux corriger chez moi? Et au final, oui, c'est juste, parfois les gens, je sais pas, comme tu dis, ont du temps à perdre. Ou peut-être ils ont trouvé mieux, mais ils le disent pas. Mais par contre, ce que j'ai changé, c'est que avant, le moindre message qu'on m'envoyait, je répondais. Maintenant, s'il n'y a pas un minimum de politesse, un minimum, juste bonjour, voilà, je suis intéressée par les cours de français. Parce qu'il y en a, c'est juste information, s'il vous plaît. Non, Oui, ça, par contre, je ne oui. réponds plus. Et Non, j'avoue mais que ça m'arrive moi aussi d'avoir ce genre de désillusion, quoi. non, parce qu'en fait, les personnes qui écrivent comme ça, elles ont pas l'intérêt à prendre des cours, en Oui. fait. C'est, je sais pas parce que moi c'est pas quelque chose que je fais. Moi je fais attention à ce que j'achète, donc je vais me renseigner avant et si j'ai vraiment besoin de quelque chose, je vais le faire parce que j'en ai besoin, pas parce que je sais pas quoi faire de ma vie, on va dire. Et donc un minimum de politesse, mais bon, ça m'arrive encore sur certains groupes Facebook ensuite de recevoir des messages de personnes qui commencent avec ah j'aimerais prendre des cours mais j'aimerais te connaître. Bon, moi je bloque, c'est fini. J'y pense même pas parce que là c'est de la perte de temps. C'est pas des personnes qui sont intéressées au cours. En fait, il faut pas une chose que j'ai appris, c'est à pas le prendre sur le personnel, Oui. tout simplement. Parce qu'avant, c'est vraiment, je me posais plein de questions. Je disais, oh, mon Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi? Bon. Et puis après, non, en fait, c'est pas moi. Donc, ça, c'est l'important. Mais bon, ça vient petit à petit, c'est normal. J'avais parlé de ça une fois sur un groupe
de professeur en ligne et quelqu'un m'avait répondu, bah moi c'est simple, maintenant je fais payer l'entretien et si la personne ne se présente pas, bah tant pis, il perd son argent. Mais moi je me dis, on sait quand même pas à qui on fait payer, on sait pas si la personne peut pirater ou quoi, donc je préfère perdre à la limite 15 minutes de mon temps plutôt que de perdre l'argent sur mon compte, quoi. La prise de contact, oui, elle est gratuite, mais effectivement, après, il n'y a pas de cours d'essai ou de choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est un choix. Et je sais pas si tu as eu des anecdotes en lien avec ça. Moi, j'en ai eu une fois où on avait prévu un entretien et j'attends 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes et je lui dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Je vous attends, voilà. Et peut-être 10 minutes encore après, elle me répond, ah, désolé, mon chat a tout saccagé dans l'appartement. Est-ce qu'on peut faire l'entretien maintenant? Je dis, bah non, moi j'ai des choses à faire, mais on peut le faire à un autre moment. Et là, elle me répond, désolée, je vais choisir une autre prof. Enfin, ok, mais si t'as le même genre de comportement, voilà. J'ai eu des choses comme ça où la personne m'a répondu le lendemain, désolée, j'étais à l'hôpital, j'avais le bras cassé. Bon. C'est oui, bien sûr, mais ça j'en ai. Alors pas forcément dans les prises de connaissances, mais aussi dans les cours. Bon, ça m'est arrivé, que ce soit en ligne ou pas d'ailleurs, des personnes qui refusaient de payer le cours annulé au dernier moment, etc. Parce que bah j'y allais un petit peu au hasard, on va dire, et j'avais pas, c'était pas clair au niveau de ce que j'annonçais dès le début. Okay. Donc pour moi, c'est évident que si tu as rendez-vous avec un professionnel, peu importe ce professionnel, mais si tu annules au dernier moment, tu vas payer ta visite, tu vas payer et donc pour le cours c'est pareil. Mais bien évidemment, ça l'est pas pour tout le monde et les personnes elles sont pas dans ta tête, c'est vrai. Et donc maintenant, moi, je suis très claire dès le début avec les conditions générales de vente. J'explique comment ça marche, quelles sont les conditions d'annulation, et pour éviter ce genre de problème, parce que oui, ça, ah bah je vais choisir quelqu'un d'autre, ou si une fois, oui, c'était avec une adolescente une fois. Elle s'était pas présentée et sa mère m'avait écrit type 3 minutes avant le début du cours en me disant, je sais pas comment elle s'appelait, on va l'appeler Marie. Marie, elle ne vient pas. Et comment ça, Marie, elle ne vient pas? Moi, je suis dans mon bureau, je l'attends. Et, ah ben non, mais on a un problème en famille. Alors, enfin, le cours il est payé. Bon. Ouais. Elle m'a fait tout un scandale et bon, j'ai arrêté là. Parce que ça ne vaut pas la peine de se préoccuper plus que ça. Ce sont des élèves, des clients qui vont rien nous apporter à long terme. Donc, c'est anecdote. On en a tout. Bon, et je pense que j'en aurai encore, hein, bien évidemment. Et toi aussi, tu en verras encore. Et c'est la vie. Est-ce que ça t'a pas donné envie d'abandonner? Non, ça non. Je dois reconnaître que mon autonomie, ma liberté ont plus de prix. Je dois reconnaître. Et non. Si le peu de fois, non, en fait, je pense que depuis que je me suis lancée en étant libre entrepreneur, j'ai pas voulu abandonner. Les seuls moments où bon, je suis un petit peu peut-être un peu moins tranquille, c'est probablement bah en été quand tu vois que tu as une baisse de tes revenus, tu te dis Et du coup, oui, tu disais la liberté. Je pense que peut-être tu seras d'accord avec moi que une fois qu'on a été indépendante, qu'on a une liberté, qu'on fait entre guillemets ce qu'on veut, se dire de retourner travailler dans une entreprise où on aura un patron au-dessus, c'est compliqué. Moi, je sais que j'aurais du mal maintenant. oui, moi j'aurais beaucoup de mal. C'est un cliché surtout des enseignants dans l'éducation nationale, mais je pense qu'on est touché aussi par ce cliché. C'est le fait qu'être professeur, on ne travaille pas beaucoup, mais les gens oublient qu'il y a toute la préparation des cours à faire qui prend du temps. Alors, c'est la préparation, c'est les éventuelles corrections, parce qu'évidemment, on n'a pas les corrigés à faire qu'on pourrait avoir dans une classe avec 30 élèves, on est d'accord. Mais il y a quand même, bon, moi, je corrige toutes les copies de préparation au DELF et au DALF, par exemple. Effectivement, il y a cette idée que les profs, et puis bon, c'est-à-dire c'est très français, mais non, parce que j'ai entendu les mêmes choses en Italie, en Espagne, cette façon de dénigrer
ce que font les profs est assez impressionnante. Moi, je suis assez de l'opinion que je mettrais volontiers tous ceux qui disent les profs ont trop de vacances et les profs ne font rien pendant une semaine, pas plus, dans une salle de classe avec 30 enfants ou adolescents et voir comment ils survivent à la situation, plus l'administration, plus toutes les folies qui existent dans le cadre de l'enseignement. Il y a aussi, donc tu en as parlé un peu tout à l'heure, du marketing qu'on doit gérer à côté des cours. Toi, où est-ce que tu fais de la publicité? Les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est-à-dire les groupes d'apprentissage du français. LinkedIn, ça m'arrive souvent d'être en contact avec des profs de FLE qui sont pas forcément de langue maternelle française aussi, et donc qui ont des doutes sur le français. Et puis, alors j'ai avec le podcast, bien évidemment, ça me permet de me faire connaître. Et ensuite le bouche à oreille, pour reconnaître que ce qui fonctionne le mieux, ça reste le bouche à oreille. Et est-ce que parfois, en mettant de la publicité sur les réseaux sociaux, tu as eu des commentaires un peu désagréables, soit de la part de personnes qui trouvaient ça trop cher et qui le faisaient bien comprendre, ou de la part d'autres profs en ligne qui auraient pu dire pareil, que c'est trop cher ou que faut pas faire comme ça, ou je sais pas, que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est arrivé. Même chose en fait que pour le thème précédent lié à les personnes qui disparaissent. Bon, au début, ça me vexait. J'avais un peu, oh, mais que disent les autres? Et maintenant, je me dis, si tu as le temps d'aller analyser tout ce que font les autres, tant mieux pour toi. Surtout quand ce sont des collègues. Tant mieux pour toi si tu as le temps. Moi, j'ai pas le temps. Et j'ai plein de trucs à faire, et donc je vais pas chercher la petite bête de l'erreur de la collègue ou du fait que c'est trop cher. Mais en plus, c'est trop cher ne veut rien dire. Parce que c'est trop cher par rapport à quoi? Alors, bien évidemment, si je propose un cours un cours individuel à 75 € de l'heure, par exemple. Okay. C'est probablement trop cher pour une personne qui habite en Afrique, dans certains pays, je sais pas. Ça m'arrive d'avoir des personnes de la Tunisie, du Maroc qui me contactent et qui me disent, pour moi, c'est trop cher par rapport à la conversion. Et je comprends tout à fait. Mais c'est pas trop cher, par exemple, pour un habitant des États-Unis. Oui, c'est ça. Donc, ça dépend de choses. Le trop cher ne veut rien dire. C'est-à-dire que si on rapportait la chose avec une voiture, okay. Si moi je veux m'acheter une Ferrari, pour le moment, c'est trop cher pour mon budget actuel, bien évidemment. Mais si j'arrive chez le concessionnaire en lui disant, vos voitures, elles sont trop chères, il va se mettre à rire. Elles sont trop chères, mais donc, en fait, on a cette tendance à le dire pour les cours. Alors bon, nous, on fait du français langue étrangère, mais ça pourrait être pareil avec de l'anglais, avec de l'espagnol, avec peu importe la langue. Mais on fait pas ça avec les autres professionnels. Si tu vas chez le dentiste et qu'il te dit, pour soigner votre carie, ça coûte 150 €. Okay. Tu vas lui dire quoi? C'est trop cher. Alors, c'est trop. Tu vas être honnête, tu vas dire c'est trop cher pour mon budget. Mais là, tu vas être honnête, tu vas t'en rendre compte automatiquement. Pourquoi est-ce que pour un cours en ligne, c'est trop cher? Ça veut rien dire, c'est trop cher. Si c'est pas, notre travail n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur. Souvent, les gens, professeurs, bon, tu donnes ton cours et voilà. Non, déjà, on a fait des études, on parle plusieurs langues. Préparer un cours, ça prend du temps. Bon, l'expérience, t'en as plus que moi, mais ça joue. Bon, j'oublie peut-être d'autres choses. Et nous, on est natifs, ça compte aussi. Je dirais même que, alors, au-delà du natif, on a aussi l'expérience ou la formation pour enseigner notre langue. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, moi, je fais toujours l'exemple en disant, ma mère, elle est française. Ma mère, elle n'est pas capable d'enseigner le français. Elle pourrait faire une conversation avec quelqu'un, ok, mais une conversation qui va s'arrêter là. Parce que moi, j'anime aussi des cours de conversation et je prépare un thème et je prépare les questions et je prépare le débat, etc. Donc, tout ça, ça fait partie du travail global. On a une préparation et on a une formation comme l'ont tous les spécialistes. Personne n'irait voir justement un dentiste. Je suis allée la semaine dernière.
Il va voir un dentiste en lui disant moi je comprends pas pourquoi je suis restée 10 minutes sur le fauteuil et maintenant vous me demandez 150 euros. Oui, mais j'ai fait X années d'études. Dans le cas du dentiste, j'ai payé tout le matériel, l'instrument pour la radiographie, etc. Enfin, qu'est-ce que vous prétendez? C'est un Ouais, tout que la personne paye. bien sûr, Et bien puis, sûr. à un moment donné, on travaille aussi pour gagner notre vie, donc c'est surtout C'est ça. ça. Tous ceux et celles qui sont sur le professorat, c'est une vocation, c'est une mission, etc. Je suis désolée, mais alors moi j'adore mon travail. Et j'adore vraiment ce que je fais. Je suis tout à fait satisfaite, etc. Parce que là, ça paraît très négatif, mais moi, j'adore tout ce que je fais. Cependant, quand j'arrive à la caisse au supermarché, si j'expliquais au caissier ou à la caissière que ma vocation c'est le professorat et que si gentiment il peut me laisser passer remplir mon chariot et que je rentre chez moi sans payer, il va me dire Madame vous êtes folle ou il va appeler la police. Les options elles sont deux. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que être reconnu à sa juste valeur, ça fait partie du jeu. On travaille aussi pour vivre. Oui, c'est ça. Vivre et pas survivre. Et puis, c'est pareil, si une personne, elle est basée, nous, on est en Europe. Le niveau de vie, il est ce qu'il est, l'inflation, elle est ce qu'elle est, etc. Probablement, si j'étais en Thaïlande et que je faisais payer mes cours 10 euros de l'heure, je pourrais très bien vivre. Mais je suis en Europe, je paie mes taxes en Europe, je fais des factures à tous mes clients. Donc, forcément, enfin, au bout d'un moment, faut Oui. bien être de quoi vivre. Et c'est souvent ce que je dis quand on me reproche que c'est trop cher. Et la vie en France est chère. Je pense qu'on est de toute façon dans une époque où les travaux en général ne sont pas reconnus à leur juste valeur. La grande majorité des gens ne sont pas payés en conséquence. Et donc Absolument. les gens ont ça dans l'esprit que voilà, on paye pas assez et donc pourquoi on irait payer assez des cours de langue. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce phénomène de la gratuité où on peut trouver énormément de choses gratuites. Et c'est très bien. C'est très bien pour plein de choses. Mais si tu veux un cours qui soit un cours personnalisé et tu as un objectif à atteindre, eh ben, il y a un moment où Faut payer quoi. il faut payer. Ouais. Voilà, c'est tout. Aussi, c'est ça, tout le monde ne peut pas être prof de français, c'est pas parce qu'on parle français qu'on peut être prof de français. Je pense qu'il faut un minimum connaître déjà la culture de son pays. Pourquoi finalement tel mot il s'écrit comme ça alors que, je sais pas, par exemple, le P à la fin on le dit pas, pourquoi il y a un P à la fin? Bien parler français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui font des erreurs, par exemple les si avec les ré, c'est une erreur qu'on entend souvent. Et d'ailleurs, oui, j'ai un élève, enfin pas un élève du coup, mais une personne qui m'a contactée, qui avait appris le français avec les Parisiens qui côtoyaient, et j'avais des wesh dans toutes les phrases. Ah, bien Et sûr. ben, c'était pas possible, quoi. Oui, puis là, ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Et moi, ça m'arrive. La dernière fois, je parlais justement avec une apprenante. Tu disais, ça se voit que tu vas régulièrement à Paris parce que certains mots, le truc, les choses comme ça. Et c'est très bien parce que c'est important de connaître ces mots qui sont utilisés tout le temps. Et il faut être capable, à un certain niveau, de savoir faire la différence et de savoir utiliser des mots précis surtout quand il y a un objectif à la fin. Aujourd'hui, la chose positive, c'est que finalement, même dans les écoles, etc., en allant au-delà des cours en ligne, on enseigne aussi finalement un français qui est un français qui est aussi parlé dans la vie quotidienne. Et ça, c'est important. Parce que pendant très longtemps, par exemple, la négation, le ne pas, okay, on obligeait les élèves à l'utiliser, etc., sans leur dire que ensuite, dans la réalité de la langue française, le ne, il disparaît. Sans leur expliquer que c'est important de savoir faire la différence, parce que sinon tu arrives en France, toi tu es habitué à dire il ne regarde pas la télévision. Tu arrives et tu as quelqu'un qui te dit ouais, il regarde pas la télé, ça devient difficile. Donc c'est très important aussi de ce point de vue-là, de donner les explications qui sont d'un côté la théorie grammaticale, le comment ça marche, surtout à l'écrit dans un contexte formel, et comment ça fonctionne aussi à l'oral, de façon à ce que tu n'aies pas l'air d'avoir pris une grammaire de 1900
ou d'avoir appris. J'avais un groupe de personnes âgées il y a très longtemps de ça, pas en ligne, en présentiel à l'époque. C'était des femmes qui avaient appris le français dans l'Espagne franquiste avec les prières. Ok. Et donc, elles parlaient un français qui était un français démodé, quoi. C'était très amusant parce elles avaient toutes entre 70 et 90 ans. Donc, c'était très amusant, mais de l'autre côté, c'était un français très religieux, on va dire. Moi, je leur dis, oui, toujours, bon, en théorie, c'est ça, mais c'est vrai que dans la vie, quand on parle, on le dit comme ça. Et je dis aussi, souvent, les Français font cette erreur-là, mais c'est pas correct, il faut dire comme ça. Et j'ai des élèves qui m'ont dit une fois, bah, moi, pour m'améliorer en français, je regarde la télé-réalité. Non, fais pas ça. Parce qu'ils parlent très mal dedans et il vaut mieux regarder des films, des séries où là, le français est plus contrôlé par des Oui, la scénaristes. télé-réalité. La télé-réalité. Ouf, la télé-réalité. Ouf, ça me fait mal. Bah, mes élèves ont à peu près le même âge que moi et on est quand même la génération télé-réalité. Donc, Absolument, absolument. Oui, c'est clair. C'est clair. Non, je dois reconnaître que la télé-réalité, c'est, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. oui, oui, mais c'est pour apprendre le français, enfin, c'est catastrophique. Toi, tu travaillais, tu as dit que c'était plus comme un complément de revenu, finalement, les cours en ligne. Est-ce que tu avais quand même l'idée, au final, d'en vivre ou c'était vraiment, je fais ça? Si. Ouais, c'était un but. En fait, alors, pas forcément complètement en ligne. Je dois reconnaître que quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai arrêté de travailler dans les écoles, voilà, ça a été un processus. Hein, j'avais refait une année en plus alors que je voulais déjà arrêter, une année scolaire. Bien sûr. Puis finalement, bon, j'ai pris la décision finale en disant bon, allez, ça y est, je me lance. Mais il est vrai qu'au début, j'avais quand même l'idée de continuer des cours en présentiel parce que bon, j'avais aussi quand même pas mal d'enfants ou adolescents. Je ne pensais pas encore à en vivre complètement. C'est-à-dire que je voulais vivre de mon travail, mais allez, un 60% en ligne, 40% présentiel, je pense. À l'époque, c'était en 2019, donc ça a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts entre-temps. Et puis en fait, je me suis rendu compte petit à petit que vraiment je préférais les cours en ligne pour plein de choses parce que ça me permet aussi en général, moi, je m'adapte énormément à ce que me demandent les personnes et puis à la question qui arrive au moment, même si on est en train de parler de quelque chose qui n'a rien à voir. Le fait d'avoir tout le matériel dans mon ordinateur, ça me permet de dire, ah, attends, je sais que si tu veux revoir ça, donne-moi une seconde, je vais chercher le manuel et je sais parfaitement où c'est. Ce qui n'était pas le cas avec les choses physiques, on va dire. Et donc, petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Aujourd'hui, vraiment, non, je ne reviendrai pas en arrière et voilà. Moi, alors, je pense honnêtement que ça vient petit à petit. Et puis, bon, moi, j'ai commencé avant toi, on va dire les cours en ligne, et donc c'était pas encore le plein boom. Mais ça commençait, hein, je dois reconnaître, il y a quand même des gens qui me contactaient de pays différents et tout ça qui me disent, oui, oui, moi je travaille dans une grosse entreprise, j'ai pas le temps de me déplacer, d'aller, bon, c'était génial. C'était génial dès le début. Finalement, tu as réussi financièrement à atteindre ton objectif assez vite ou ça a quand même mis pas mal de temps? En fait, mes objectifs, ils ont évolué. Au début, par rapport aux taxes que je payais, par rapport à différentes choses, je disais, bon, je veux travailler X et je serai contente à la fin du mois avec Y. Et donc, petit à petit, bien évidemment, ça a un petit peu évolué. Ensuite, je me suis lancée dans les cours en groupe. Et puis bon, je continue à travailler avec un ou deux centres de formation. Et puis j'ai commencé à diversifier, à vendre aussi des produits digitaux, etc. Donc aujourd'hui, oui, j'en vis. J'en vis même correctement. Je suis satisfaite de ce que j'arrive à avoir à la fin du mois. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre uniquement des cours en ligne, c'est-à-dire sans faire des petites choses à côté pour compléter? Oui, oui, un peu. Alors aujourd'hui, c'est difficile parce que le marché, il est un peu saturé, soyons honnêtes. Il est un peu saturé parce qu'il y a aussi des personnes qui se lancent là-dedans sans rien en savoir. Je dis pas qu'il soit impossible, sans expérience, etc., de se lancer, et c'est très bien. Mais c'est saturé aussi parce que il y a des personnes qui donnent des cours
de pays francophones qui sont pas en Europe, donc qui n'ont pas les mêmes frais, bien évidemment. Donc ce n'est pas facile. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as ta réputation, les contacts, etc., ça devient un peu plus facile. Et puis, mais de toute façon, il faut pas s'endormir sur ses lauriers. C'est-à-dire que il faut aussi proposer des choses différentes, et puis bien évidemment refaire. On parlait du marketing, faire de la promotion, se faire connaître. Bon, je me suis lancée petit à petit avec avoir mon site internet, avec effectivement le podcast. Maintenant, le podcast, il a 3 ans, il a un peu plus de 3 ans, etc. Il faut aussi investir du temps, et si on veut en vivre. On peut pas se contenter, à mon avis, si on veut en vivre correctement, d'avoir une annonce sur une plateforme X ou Y et attendre que les personnes nous contactent. Alors, c'est vrai que si tu mets une annonce et tu mets ton prix à 10 euros, tu vas avoir plein de gens qui vont contacter. C'est vrai. Mais tu peux pas non plus faire 8 heures de cours par jour. Pas sur le long terme. Moi, c'est une chose que dans les mois les plus sévères du confinement en 2020, je l'ai fait parce que il n'y a rien à faire. Et puis à l'époque, j'avais des tarifs qui étaient ridiculement bas. Et du coup, j'avais des journées vraiment très très remplies. Mais bon, c'était une période historique particulière qu'on n'espère pas revoir. Et donc voilà. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, moi, j'aime avoir ma pause, pouvoir aller prendre mon café tranquillement, etc. Ou aller mettre une machine, quoi. Je veux dire, mais c'est important. Et puis on est aussi indépendant justement pour quand même avoir pas travailler comme des ouvriers en usine. Et puis bon, c'est vrai que si on a par exemple tant d'heures de cours dans la semaine, mais c'est doublé avec la préparation des cours. Donc au final, ça nous fait quand même Après, des semaines correctes en termes de travail. bien sûr, bien sûr. Après, alors il faut être honnête avec l'expérience, la préparation, elle est quand même plus rapide. Oui. On sait où aller avec les apprenants, etc. C'est vrai que ça diminue un petit peu parce que au bout d'un moment tu as plein de matériel, des choses, etc. Mais après ça va dépendre aussi de ce que demande la personne. Si j'ai une personne qui veut travailler sur du vocabulaire médical spécifique, ça va me prendre beaucoup plus de temps de préparer un cours comme ça que de préparer un cours lambda où je dois te faire parler de ta vie dans le passé en utilisant l'imparfait. Où là, je vais te poser 40 questions et on va pratiquer. Et les cours, moi je sais que j'aime bien travailler sur des thèmes. Par exemple, là, tout bête, samedi, c'était l'Eurovision. Aujourd'hui, on a travaillé, enfin le sujet c'était l'Eurovision et faire des exercices, des expressions orales, écrites, compréhension sur ce sujet-là. Toi, c'est quelque chose que tu fais? Oui, moi, c'est quelque chose que je fais. Alors, soit sur l'actualité, si c'est des thèmes qui m'inspirent, qui soient pas trop lourds, évidemment, je vais pas leur faire parler de la guerre. Et après, ça dépend. Ça dépend dans le sens où j'ai quelques élèves qui sont très intéressés aux thèmes politiques, au débat politique. Et donc, évidemment, ça arrive qu'on en parle de la situation internationale, etc. Mais oui, j'aime bien faire ça par thème, par journée mondiale de X ou Y. Par le 1er mai, par exemple, la semaine du 1er mai, on a beaucoup parlé du 1er mai. Le 8 mai, non, parce que je l'avais déjà fait l'an dernier, donc je vais pas recycler le 8 mai. Mais la fête des mères, des choses comme ça, moi j'aime bien. Parce que ça permet de revoir du vocabulaire, des structures grammaticales, etc. Et puis c'est adaptable à différents niveaux. Oui, c'est ça. Moi, je sais que j'adore aussi faire sur les différentes régions, par exemple la culture bretonne, basque. Ça, c'est vraiment. Et puis, je vois que les apprenants adorent aussi découvrir la culture française. Bien sûr. Ça fait partie de l'apprentissage d'une langue. Donc, ça permet de comprendre pourquoi, je vais pas entrer dans le débat, pas en chocolatine, mais de dire qu'il y a quand même des différences régionales, parce que la France, on a tendance à la considérer comme une unité de par son histoire, etc., alors qu'il y a quand même d'énormes différences régionales. Et ça fait partie du jeu. Ça permet aussi de parler de différentes choses, de travailler sur, je sais pas, aller réserver une chambre d'hôtel à Biarritz parce que tu veux faire du surf, etc., etc.
On a parlé un peu des prix. Est-ce que tu penses que les associations qui proposent des cours gratuits ont du mal aux professeurs de FLE? C'est une question difficile parce que d'un côté, c'est positif qu'il y ait des associations Oui. qui permettent d'aider les personnes qui ont des besoins, qui viennent d'arriver en France, qui sont des réfugiés, qui sont dans des situations difficiles. C'est très bien, c'est positif. Le milieu associatif, en règle générale, est positif. D'un autre côté, bien évidemment, quand tu prends la petite mamie qui va enseigner son français à ces personnes de façon bénévole parce qu'elles s'ennuient, et ça me paraît très très bien. Évidemment, ça fait du mal aux professionnels. Ce serait à analyser au cas par cas. Donner une réponse générale, c'est je veux pas ni critiquer le milieu associatif, ni dire que tout est positif. Après, le public est, en tout cas moi de ce que je peux voir, est quand même assez différent. En ligne, moi j'ai plutôt des hispanophones, italiens, et bon, je suis dans une association à côté où c'est plus des Africains, des gens qui viennent de Syrie, d'Afghanistan. Donc le public est quand même différent. Et voilà. Je pense pas, oui, que ça fasse du mal à 100%. Non. Moi non plus, je ne pense pas. Et puis c'est important. Et puis dans le milieu associatif existe depuis très longtemps maintenant. Ça peut permettre aussi de faire grossir une association et peut-être ensuite de quand même réussir à dégager un salaire pour quelqu'un dans un futur. Moi, il y a très très longtemps, quand j'étais étudiante, justement, comme je voulais devenir prof d'italien, je donnais des cours dans une association italienne. Et la première année, j'étais complètement bénévole. Alors, c'est vrai que j'avais 19 ans, mais ensuite, on avait réussi à me dégager un petit salaire. Mais moi, j'étais étudiante, donc pour moi, c'était merveilleux. Parce que je sais même plus combien je gagnais, mais donc pourquoi pas, je veux dire. Pour toi, quand même, quels sont bon, t'as parlé un peu des avantages, mais les inconvénients d'être professeur en ligne? En fait, les inconvénients, c'est plus qu'être inconvénients d'être professeur en ligne, c'est vrai que c'est les inconvénients de toutes les personnes qui sont libres entrepreneurs, sans être chef d'entreprise, etc. C'est que on travaille sans filet. Que si je suis alors attention, même s'il y a un système de sécurité sociale, etc., en payant les taxes, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans mon tarif, je dois aussi faire entrer mes vacances, le fait que j'ai le droit moi aussi de dire la semaine prochaine je travaille pas. On n'a pas de RTT, on n'a pas et donc ça c'est l'aspect le plus difficile. Puis aussi je dirais aussi peut-être un peu la solitude que ça peut générer. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que on est seul face à notre écran. Alors c'est vrai qu'on parle avec des personnes toute la journée, mais c'est pas la même pareil. chose. Ouais, c'est pas pareil que dans la vraie vie, quoi. Et donc moi maintenant c'est vrai que je parle souvent ou avec des collègues, que ce soit des collègues de FLE ou d'autres langues étrangères qui travaillent en ligne aussi. Bon, ça permet aussi de prendre quelquefois même un café virtuel. Alors c'est encore un peu virtuel, mais c'est pas la même chose parce qu'on fait pas un cours. Je pense que ce sont les deux aspects, la solitude et puis l'aspect que si on travaille pas, on n'a pas d'argent à la fin du mois. Un point aussi qui est un peu un inconvénient, c'est l'URSSAF. Je trouve quand même, bon, c'est normal qu'on cotise, voilà, il faut bien cotiser pour le pays, mais je trouve qu'ils prennent quand même beaucoup. Moi, je suis fiscalement en Espagne, mais c'est la même chose. Okay. C'est la même chose. Il y a tous les trimestres à payer, il y a ensuite la déclaration d'impôt, etc. Bon, d'un autre côté, on est dans des pays où on a un système social. Je ne vais pas entrer dans les détails si c'est bien ou pas bien, si ça fonctionne ou pas, mais il y a quand même un système social, et donc ça fait partie du jeu. Après, il y a plein de choses qui vont pas, on est d'accord. Puis, alors, ce qui est dur au début, c'est que il faut s'organiser. Il faut s'organiser, il faut que dans ta tête ce soit clair que si tu gagnes Y, X vont dans ta poche et Z vont à l'URSSAF, aux différentes cotisations, etc. Il faut que ce soit clair dans ta tête. Parce que sinon, et moi je me souviens que je pense la première année, c'était psychologiquement un peu difficile. Et puis en fait, j'étais toujours, quand arrivait le moment de payer les différentes cotisations,
même si c'était le système espagnol, mais c'est la même chose, et puis c'est pris automatiquement, hein, t'as pas trop à réfléchir. J'étais toujours un petit peu à la limite, dans le sens où j'avais mes paiements, si je devais payer en avril, j'avais mes paiements du début avril qui couvraient, parce que j'avais pas mis suffisamment d'argent de côté, etc. Et donc après, ça c'est pareil, tu l'apprends petit à petit, et puis c'était un peu la course. Quel conseil tu donnerais pour si voilà, il y en a qui veulent être prof, soit professeur tout court ou professeur de français langue étrangère? Faudrait se Alors, lancer en ligne. en ligne, alors, avoir un profil quand même spécifique, parce que ce qui est difficile, c'est qu'au début, on a tendance à prendre tout ce qui vient. Oui, ça. C'est allez hop, tu veux des cours, bien. Et bon, ça c'est logique. Donc au début, pourquoi pas. Mais si ensuite tu veux progresser et tenir sur la durée, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir un profil spécifique, que ce soit au niveau du public auquel tu t'adresses. Donc, tu disais les hispanophones, les italophones, peu importe, ou un niveau, une préparation d'examen. Il faut essayer. Alors après, ça ne veut pas dire que tu peux pas faire quelque chose qui te plaise particulièrement, ou un élève que tu vas avoir pendant des années parce que ça se passe bien et pas de souci. Mais avoir quand même une grosse spécialisation d'un côté. Que ça, c'est indispensable. Aujourd'hui, c'est indispensable. Moi, je dirais aussi quand on commence, soit avoir des économies de côté, soit un travail à côté parce que en vivre, ça prend du temps. Faut vraiment avoir les moyens à côté, pas se lancer en j'ai pas d'économie, j'ai plus de travail, enfin, je quitte mon travail et Non, ça c'est pas. D'ailleurs, moi aussi, je l'ai fait progressivement. Hein. C'était, je me souviens que il y a eu même un moment où j'avais mes cours à l'école et on avait une pause déjeuner qui était longue. C'était le système espagnol, donc on avait 3 heures. Dans les 3 heures, il y avait 1 heure où je calais un cours en ligne. Je me mettais dans une salle avec mon ordinateur et tout ça. Et c'était aussi parce que je voulais voir. Je voulais pas me lancer comme ça à la sauvage. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller fiscal, etc. J'ai pas dit allez hop, on verra si le mois prochain j'ai de quoi manger. Non, c'est pas mon caractère. J'exagère, mais voilà, c'est important. C'est important d'avoir ou des économies ou un plan d'action, on va dire. il y a l'intelligence artificielle qui est apparue récemment. Est-ce que tu penses que ça va tuer, entre guillemets, notre métier? Évidemment qu'il y a des choses qui vont évoluer. Évidemment qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'aller demander à l'intelligence artificielle comment tu prononces ça, et elle va te le prononcer, etc., de parler avec elle, et tout ce que tu veux. Mais d'un autre côté, l'humain reste l'humain. Oui. Et puis, si tu as une spécialisation, si tu es capable aussi de mettre l'autre personne à son aise, tout ça, ça fait. Puis, on n'a pas tous envie de passer notre vie à discuter avec une intelligence artificielle, surtout si ensuite on l'utilise dans le domaine professionnel. Et donc, elle est là pour rester, elle va faire évoluer nos vies dans plein de choses, et je pense qu'il faut apprendre à l'utiliser, absolument. On peut pas faire l'autruche et dire ah non non non, moi je veux pas en entendre parler, l'intelligence artificielle, j'ai ma grammaire progressive et que j'adore, mais je veux pas en entendre parler. C'est pas possible. Aussi parce que c'est aussi un gain de temps. Faire le résumé du cours à l'intelligence artificielle en 10 secondes, le mettre en page et l'envoyer, c'est un signe de professionnalité. Ça ne te prend pas 50 minutes à faire. Je suis un peu Donc, contre l'intelligence artificielle, donc j'ai jamais utilisé pour le moment. C'est sûr, c'est un gain de temps, mais je préfère faire les choses moi-même. Après, bon, c'est chacun fait comme il le veut. Mais c'est vrai que je suis plutôt contre l'IA. Après, je pense pas que ça va nous remplacer parce qu'il y a le côté humain et il y aura toujours des gens qui préfèrent le côté humain, des gens qui se rencontrent. Et non, je pense pas que ça va nous faire disparaître. je suis pas. J'ai vu suffisamment de films de science-fiction où l'AI prend le pouvoir, etc. Moi, j'y crois pas. La science-fiction. Et donc là, c'est la même chose pour
la professionnalité et puis pour l'humain. Il y a plein de fois où je passe des heures de cours à rire, à plaisanter avec là où les personnes. Ça fait partie du jeu. Enfin, je peux pas rire avec une IA, donc non. Donc C'est voilà. une voix, enfin, je pense, j'ai vu quelques extraits, mais c'est quand même une voix assez monotone. Nous, quand on parle, on va peut-être mal prononcer des mots. Enfin, on parle comme dans la vraie vie et une IA pourra jamais parler, je pense, comme dans la vraie vie. Non, non, non. Par exemple, des fois quand je dialogue, on va dire, en écrivant avec l'IA, comme je lui parle dans différentes langues, selon les besoins du moment et selon ce que je suis en train de faire, il y a des fois, une fois ça m'est arrivé, elle me répondait, elle faisait la phrase à moitié en français, à moitié en italien. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, non, je ne pense pas. Je pense que Et l'humain est irremplaçable. puis je pense que bon, le traducteur c'est un peu différent parce que la traduction n'est pas toujours ça, mais ça aurait pu faire disparaître les professeurs dans le sens où les élèves auraient pu se dire, bah il y a le traducteur, pourquoi je vais apprendre une langue finalement? Oui, bien sûr. Mais c'est pas Et la même chose de parler avec un micro et de traduire que de parler véritablement avec la personne. il y aura toujours des gens qui adoreront apprendre des langues, soit simplement pour le loisir ou par nécessité. Je pense pas du tout qu'on sera remplacé un jour. Non plus. Bon, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou... Non, non, non. Moi, je pense que, alors, c'est très intéressant ce genre de conversation parce que, bah, d'un côté, alors moi, j'ai un peu plus d'expérience que toi. C'est intéressant aussi d'avoir quelques visions qui sont légèrement différentes. Et c'est très bien aussi. C'est ça qui fait, et je conclurai avec ça, justement, comme on parlait de l'intelligence artificielle, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que moi, je vais avoir certaines spécificités que toi, tu n'as pas, et toi, tu as des spécificités que moi, je n'ai pas. Et donc, c'est, je pense que il y en a pour tout le monde. Tout professeur est différent, donc ça aussi, un élève qui, par exemple, va aimer prendre des cours avec toi, n'aimera pas forcément prendre des cours avec moi. Donc, il y a quand même de la place pour tout le monde, même si on est énormément sur le marché. Oui, moi, je pense que, il y a aussi parce qu'il y a un potentiel énorme. Oui. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit. Merci pour ton invitation. Si tu as aimé cette interview, abonne-toi et mets un j'aime.